Maintenant, on va un peu étudier Dimitri Medvedev. Donc Dimitri Medvedev, c'est quand même la personne avec Poutine qui forme le tandem au pouvoir depuis 15 ans. Donc en fait, Dimitri Medvedev a aussi une mère juive. Voilà, sa mère a été vue plusieurs fois donc à la synagogue de Moscou, donc il n'y a aucune question à avoir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que, étant donné que c'est pas très bien vu d'être juif au pouvoir actuellement, en Russie, vu ce qui s'est passé avec le communisme, où comme l'a dit Poutine, 80% des chefs communistes étaient en fait des juifs. Euh, Vu que c'est mal vu, en fait, Medvedev a démenti en disant non, non, je suis arménien, nanana. Et ce qui est drôle, c'est que les Arméniens ont immédiatement démenti en disant que non, non, Medvedev n'était pas un Arménien. Donc sur Medvedev, il y a aussi un autre élément intéressant à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, Medvedev a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que voilà le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc qu'ils étaient fiers de travailler là-dessus, que la devise était unité dans la diversité. Donc voilà, ça montre bien que la Russie travaille avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les États-Unis, euh, pour en fait faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Medvedev, puisqu'il a dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010, donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial. » Donc voilà, il dit cofondatrice, ça veut dire qu'il travaille main dans la main, c'est clair. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de l'Église orthodoxe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Poutine, quand même, c'est un chrétien, Poutine, il défend les chrétiens, voilà, il est pour, c'est un conservateur, voilà, c'est quelqu'un de bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment. Donc alors, donc qui est le chef de l'Église orthodoxe? Donc actuellement, donc en fait, c'est le patriarche Cyril depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, on a appris que c'était un agent du KGB, tout comme son prédécesseur Alexei. Voilà, Alexei, il avait comme nom de code Drozdov. Et le nom de code du patriarche Cyril, donc le patriarche actuel, c'est Mikhailov. Voilà. Donc les deux sont des agents du KGB. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés lors de l'élection face au patriarche Cyril, donc ils étaient trois candidats, étaient donc les trois étaient en fait les trois candidats étaient donc des anciens, enfin des agents du KGB. Voilà, je vais faire un petit lapsus. J'ai dit des anciens. C'est marrant de noter que même Poutine lui-même disait qu'en fait on ne quitte jamais le KGB. On quitte le KGB que les pieds devant. Donc ça montre bien, quand on a un officier du KGB, c'est jusqu'à la mort. C'est pas comme ça, on arrête parce que l'URSS s'est effondré, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Donc c'est intéressant de noter que le patriarche Cyril donc, est très œcuménique, voilà, donc en fait il pousse vers une religion mondiale. C'est pas quelqu'un qui vit dans la pauvreté, étant donné que le Moscow News a dévoilé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. D'ailleurs, il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos du patriarche, notamment pour une photo où on le voyait avec une montre à 30 000 euros. Donc bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon, c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une villa en Suisse. Enfin, c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Voilà. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs de la théologie de la libération, donc qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Ratzinger, donc qui est devenu ensuite Benoît XVI. Donc la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud. Donc c'était un moyen de subversion soviétique. C'est-à-dire qu'en fait c'était un mélange en fait de communisme, de lutte des classes et de pseudo-religion. Donc en fait c'était un moyen de retourner en fait le peuple vers le communisme. Voilà.
Donc ce patriarche est un des fondateurs de de cette théorie. On peut noter aussi qu'en 1975, donc le patriarche Cyril a nié et condamné la lettre d'un confrère russe qui parlait de persécution de chrétiens en URSS. Voilà. Donc c'est quand même ça montre bien que cette personne est complètement vendue au pouvoir et qu'elle est là juste en fait pour donner une bonne image à Poutine, voilà, c'est du décor, c'est du semblant, voilà. Maintenant qu'on a vu le côté chrétien, on va voir le côté juif. Donc une des personnes les plus proches de Poutine s'appelle Berel Lazar, donc c'est un rabbin Lubavitch. Il a été introduit donc en Russie par le KGB. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait il est italien d'origine, il a vécu aux États-Unis. Lorsqu'il était aux États-Unis, il a soutenu Bush, pendant les élections. Voilà. Et donc en 96, donc le rabbin Berel Lazar est opposé à Vladimir Goudinsky, donc qui est créateur du Congrès juif de Russie. Et donc comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une grande partie des médias. Et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des États-Unis ainsi que de Grande-Bretagne. Voilà. Donc en fait, ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte Poutine à l'étranger, en fait. Il fait une propagande pro-Poutine. Et en fait, il est présenté donc à Poutine par deux oligarques, donc Berezovsky et Abramovich. Donc c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis en fait à Poutine de prendre le pouvoir. Donc ces deux oligarques qui sont aussi donc Lubavitch présentent le rabbin à Poutine. Et donc Poutine ouvre les portes du Kremlin donc à Berel Lazar et au Lubavitch lors de leur fête annuelle en 2000. Donc ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les Lubavitch en fait sont en fait des juifs orthodoxes. Donc c'est parmi en fait les plus virulents, en fait, les plus pro-messianistes. En fait, c'est les messianistes pressés qui veulent agir en fait pour la venue de leur messie. Voilà, le messie juif qui n'est autre que l'antéchrist en fait pour les chrétiens. Le même jour en fait où Poutine accueille les juifs Lubavitch au Kremlin, donc le rival en fait de Berel Lazar, Goudinsky, est arrêté. Voilà. Donc ça montre à quel point on favorise les amis et voilà, ça explique pourquoi en fait dans certains cas Poutine combat les oligarques. Et en fait il combat les oligarques qui sont contre ses amis, qui sont contre ses intérêts. C'est pas les oligarques en général, c'est ceux qui vont contre ses intérêts. Voilà. Donc ensuite Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la fédération de Lazare. Donc en septembre 2000. Donc c'est un don. C'est pas avec l'argent personnel de Poutine, hein. Même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du peuple. Et donc ce don entraîne d'autres dons des oligarques, dont Abramovich. En fait, c'est tous les oligarques juifs qui sont de tendance Lubavitch qui donnent en fait pour favoriser leur mouvement en Russie. Voilà. Donc en fait, Berel Lazar obtient très rapidement la nationalité russe. Et donc depuis, en fait, Berel Lazar est le chef de la fédération des organisations juives de Russie. Donc c'est alors que les Lubavitch sont une minorité en Russie, donc c'est les Lubavitch qui dominent qui dominent toute la tendance, enfin tous les juifs de Russie. Voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de la fédération est Abramovich. En fait, Abramovich, donc celui qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté Berel Lazar à Poutine, et donc c'est le chef du conseil d'administration. Donc c'est un oligarque très puissant qui est notamment propriétaire du club de foot de Chelsea. Donc voilà, Abramovich, c'est marrant parce que il a beau avoir beaucoup d'entreprises en Russie, être propriétaire de beaucoup de choses. Donc il est propriétaire du club de foot de Chelsea, il habite à Londres. Et c'est intéressant de noter, tout simplement, qu'il est membre du comité des 300. Voilà, donc les 300 personnes qui dirigent réellement le monde. Voilà, comme Sarkozy d'ailleurs.
Donc en fait, on va maintenant étudier la personnalité de Anatoly Chubais. Donc c'est intéressant parce que c'est un des oligarques. Un des oligarques qui a été cité par Marie Laforêt, en fait, comme faisant partie d'une organisation criminelle disposant de 250 fois le budget de la France. Donc c'était... voilà, elle a dit ça en 2002. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Une organisation, appelons ça une organisation, qu'il y a une organisation criminelle qui, en ce moment, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. Ouais. Vous citez le nom de Gobi et le nom de Mimran. Comment on veut des Français, nous? Et alors, ce pas des Français, bien sûr que ce sont des Français. Je Je me voudrais fais, en rajouter 2. Ouais. Chubais. Ouais. Chubais. C'est français, ça aussi? Non, ça c'est russe. D'accord. Et Morishita, c'est japonais. Ouais. D'accord. Donc cette personne, Anatoly Chubais, est d'origine juive déjà. Il a une fortune d'environ $1 million, $1 milliard. Donc c'est quand même quelqu'un qui est pas pauvre. Donc c'est une figure incontournable en fait de la politique intérieure russe depuis la chute de l'URSS. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été très importante sous Gorbatchev, sous Eltsine, sous Poutine, sous Medvedev. C'est quelqu'un qui a permis en fait, la fausse transition économique en fait, qui a permis en fait aux oligarques de profiter de prendre tous les pouvoirs, toutes les places importantes en Russie. Donc en fait, de 2001 à 2008, il est président du monopole national de distribution d'électricité. Donc voilà, c'est un monopole national. Ça veut dire que c'est russe, c'est quelque part où on met pas n'importe qui. Enfin, c'est forcément le pouvoir a forcément son mot à dire là-dessus. Ensuite, depuis septembre 2008, donc il dirige le conglomérat d'État Rusano, donc chargé du développement de nanotechnologie en Russie. Donc cette décision de le placer là a été prise par Medvedev. Ça montre bien que le pouvoir en fait soutient cette personne. Enfin, c'est pas une personne opposée au pouvoir, c'est évident. C'est une personne de confiance. Voilà. Maintenant, je vais montrer un peu son côté un peu plus obscur encore. En plus du fait qu'il a été cité par Marie Laforêt. Donc alors, il est membre du conseil consultatif de JP Morgan depuis 2008. Voilà. Et membre du conseil d'administration mondial du Council on Foreign Relations, donc du CFR, depuis octobre 2012. Et il a été présent à la réunion Bilderberg en 2012. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même marrant que d'un côté, cette personne est censée travailler pour les intérêts russes, mais d'un autre côté, participe à toutes les réunions pro-atlantistes et à toute la... Enfin, si soi-disant ces deux côtés sont l'un contre l'autre, comment ça se fait que cette personne soit des deux côtés? Enfin, il y a quelque chose qui cloche, voilà. Mais c'est pas le seul dans son cas. Hein. J'ai trouvé une dizaine d'oligarques russes qui ont participé au Bilderberg. Et j'ai trouvé 6 personnalités russes, 6 oligarques qui sont membres du comité des 300. Là, on parle d'oligarques qui gagnent qui ont une fortune entre 10 milliards et 20 milliards. Enfin, c'est vraiment des gens très 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 riches. Hein. Enfin, c'est pas n'importe qui. En guise de conclusion, en fait, je dirais que Poutine est à la fois donc la marionnette des rabbins Lubavitch, puisqu'ils lui ont permis de prendre le pouvoir. Donc en fait, ils attendent une aide de la part de Poutine, en guise de récompense, ainsi que de la franc-maçonnerie juive. Donc la franc-maçonnerie juive, qui a aussi à sa tête les Lubavitch. Les Lubavitch, en fait, ne sont rien que les pharisiens des temps modernes. C'est ce que Jésus a appelé la synagogue de Satan. Rien d'étonnant au fait que les présidents russes aient placé à tous les postes des oligarques Lubavitch, et que Poutine ait placé aussi dans son entourage, dans tous les postes administratifs, des anciens officiers du KGB, puisque comme on l'a vu, le KGB était en fait complètement infiltré par la franc-maçonnerie.
Donc en fait, il faut absolument rien attendre de Poutine. Ça serait complètement stupide de penser que Poutine est le sauveur de l'Occident. Il faut pas se fier à la fausse façade de moralité de la Russie, alors que nous, en fait, on est complètement détruit au niveau des valeurs. Mais ça, c'est volontaire. C'est une subversion, une démoralisation en fait communiste qui agit avec l'aide de la franc-maçonnerie en Occident.